J'ai un peu plus de mal à comprendre pourquoi quelqu'un comme le général Keith Kellogg dirait « Hey, vous savez quoi? Oubliez toutes ces choses. Littéralement tout ce dont vous venez de parler ici, qui est évident et manifestement vrai. » Il veut quand même soutenir qu'on devrait « Pourquoi ne pas retourner sur la côte des Barbaresques? » Ce que je dirais, c'est « Hey, l'Amérique, regardez ce qu'a fait Thomas Jefferson lorsqu'il était le 3e président. Pensez aux Marines américains, des palais de Montezuma aux rivages de Tripoli. En quelque sorte, nous avons réglé le problème des pirates barbaresques en intervenant par la force pour nous assurer qu'ils ne continueraient pas à capturer nos navires et à emprisonner nos marins. Et c'est l'un de ces cas où nous devons utiliser des moyens militaires pour mettre les moyens économiques du même côté. Et je pense qu'il doit continuer à y réfléchir. C'est extraordinaire à bien des égards. Surtout si vous connaissez toute l'histoire réelle de l'émergence des pirates barbaresques et de la façon dont la situation a vraiment été réglée. Mais cela montre simplement qu'un type comme Kellogg a été dans le déni de la réalité depuis le début. On comprend maintenant pourquoi Trump a cru à des choses délirantes sur l'Ukraine, à des moments cruciaux, l'automne dernier. C'est à cause de gens comme Kellogg, capables de croire à des absurdités. Mais ce qu'ils savent tous, Marjorie Taylor Greene l'a confirmé dans votre émission hier, c'est que la principale source de renseignement de Trump, ce ne sont pas ses propres agences de renseignement. Ce n'est pas son propre armée. Ce n'est aucun analyste géopolitique indépendant. Ce n'est pas son propre vice-président qui l'ignore à répétition. C'est Fox News. C'est pour ça qu'il faut regarder Fox News pour savoir quelle absurdité le président va sortir le lendemain. Parce qu'il écoute vraiment et qu'il croit aux inepties totales qu'ils avancent. Et ils vont continuer à le faire. Mais ça ne change rien aux réalités de fond. Nous n'avons pas les armes pour le faire. Nous n'avons pas les munitions pour le faire. Nous n'avons pas les effectifs pour le faire. Nous n'avons pas la capacité économique de tenir aussi longtemps. Je pense que Trump va maintenir ça jusqu'à un peu après la fête du travail. Mais à ce stade, s'il n'obtient pas une capitulation soudaine de l'Iran, ce qui n'arrivera pas, alors il subira une pression maximale pour mettre fin au blocus et commencer à réduire notre présence militaire. Et si ces deux choses se produisent, l'Iran sera sous pression pour assouplir sa position sur le détroit d'Ormuz et laisser sortir davantage de pétrole. Je ne pense pas qu'il ira aussi loin qu'on le lui recommande, mais je ne pense pas non plus qu'il lèvera les sanctions sur le pétrole iranien, ce qui pourrait encore faciliter et favoriser le rééquilibrage de cette partie de l'économie. Il restera dans le déni jusqu'aux élections de mi-mandat. Il dit déjà, les gens n'aiment tout simplement pas les républicains. Ça n'a rien à voir avec moi, avec cet état d'esprit-là. Mais cela ne changera pas la réalité politique qui s'imposera après les élections de mi-mandat. Je sais que les gens disent, eh bien, il y a peut-être deux choses. Les gens continuent de dire qu'on pourra y retourner après les élections de mi-mandat. On ne peut pas reconstituer les stocks. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. La Chine continue de resserrer son emprise sur les terres rares. Ils vont venir en Amérique plus tard à l'automne. Ils ne vont pas changer de position là-dessus. En fait, ils resserrent la vis de plus en plus. Il nous faut donc 4 ans pour produire le type moyen de munitions dont nous avons besoin pour ce conflit. Il faut 4 ans pour reconstituer les stocks. Et encore, ce serait le cas si nous avions tous les aimants issus des terres rares qui entrent dans leur fabrication. Or, nous ne les avons pas, parce que la Chine refuse de nous les fournir pour tout usage militaire, ou même à double usage. C'est pourquoi Trump va imposer ces énormes sanctions à la Russie et à l'Iran que le Sénat a adoptées. La Chambre ne les a pas encore adoptées. Mais, de par sa nature, le projet de loi sur les sanctions
est volontaire. C'est à Trump de décider quelles sanctions imposer. Et le problème, c'est que ces sanctions ne visent pas vraiment la Russie et l'Iran. Elles visent la Chine et l'Inde, et surtout la Chine, parce qu'elle achète tout ça. Alors la Chine n'a qu'à prendre toutes les terres rares et dire vous n'en aurez aucune pour l'économie civile. Vous n'entendez même personne sur Fox News faire la promotion de cette folie, tout en mentionnant cette réalité. Et c'est pour ça que Trump ne peut pas le faire. Trump ne peut imposer aucune de ces sanctions. C'est aussi pour ça qu'il ne peut pas vraiment revenir au conflit. Il n'a pas les moyens de le faire. Il sait maintenant qu'il n'a pas les moyens de le faire. Et c'est pour ça qu'il essaye de se convaincre. Oh oui, le blocus marchera. Oui, oui, la guerre économique marchera. Oui, je gagnerai quand même. Je raguais Tiananmen. C'est donc là où en est son état d'esprit actuellement. C'est positif pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas qu'il fasse quoi que ce soit de militairement insensé. En revanche, c'est négatif pour ceux d'entre nous qui souhaitent que l'économie mondiale connaisse un certain rééquilibrage. Maintenant, il y a un autre problème. Vous soulevez la question des terres rares et de la nécessité de remplacer et de reconstituer une grande partie de ces stocks. J'ai l'impression, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que je suis sûr que vous êtes bien plus connecté que moi, qu'il y a des gens au sein du gouvernement, surtout dans la base industrielle de défense, qui regardent tout ça et se disent « Bon, d'accord, vous faites ce que vous voulez, vous discutez de ce que vous voulez. » Mais moi, j'y vois une excellente occasion de gagner beaucoup plus d'argent, quoi que vous décidez. Alors, allons-y. Soutenons un budget de défense de 1 500 milliards de dollars. Et ensuite, on dira à tout le monde qu'on va obtenir énormément plus de ces intercepteurs qui n'ont pas été très efficaces et dont les stocks s'épuisent. Et ils vont avancer ce chiffre astronomique. Mais à mes yeux, peu importe la somme d'argent qu'on y met. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut produire physiquement et ce qu'on peut obtenir en terres rares, etc., auprès d'autres sources de la chaîne d'approvisionnement que nous ne contrôlons pas. Que pensez-vous de ce rapport de Victoria Coates? De nouvelles demandes budgétaires des forces armées prévoient près de 14 000 nouveaux missiles et plus de 850 intercepteurs THAAD pour la seule année 2027. Une hausse majeure alors que les États-Unis cherchent à reconstituer des stocks épuisés et à renforcer leur préparation militaire. Il faut réellement affecter cet argent aux bonnes priorités, à ce dont nous aurons besoin pour mener les guerres dans lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui. Donc oui, je pense que le président a eu raison de demander 1 500 milliards de dollars pour le budget de la défense de cette année. Nous avons la NDAA en main. Maintenant, commençons à affecter ces fonds afin de pouvoir lancer ce renforcement. Enfin, d'abord, de quoi est-ce que vous parlez? 13 000 intercepteurs en un an pour l'exercice budgétaire 2027, alors qu'on en a fabriqué environ 600 lors du dernier exercice. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est en gros l'état délirant, constant et permanent de toute l'industrie de la défense. Le complexe militaro-industriel n'a donc aucune raison de dire aux gens « Oh, en fait, on ne peut pas faire ça ». On ne peut pas le faire à plusieurs niveaux. Notre chaîne d'approvisionnement est défaillante, en partie parce que le complexe militaro-industriel, cet intérêt financier privé, en sape l'efficacité. Il y a une raison pour laquelle la Chine, la Russie et l'Iran peuvent augmenter leur capacité et s'adapter aussi rapidement. Ils n'ont pas un énorme complexe militaro-industriel privé qui complique et compromet ce processus en ne cherchant qu'à produire ce qui leur rapporte le plus d'argent, plutôt que ce qui est le plus efficace,
ce qui constitue le meilleur mécanisme pour les armes de défense et ce qui permet d'augmenter leur production à grande échelle. Ensuite, il y a nos réglementations bureaucratiques internes et la façon dont ces choses sont produites aux États-Unis, auxquelles la Chine, l'Iran et la Russie ne sont pas soumis. Cela leur permet d'aller beaucoup plus vite que nous. Et puis, il y a le troisième problème. Nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée pour fabriquer ces armes. Ce que le complexe militaro-industriel a fait ces dernières décennies, c'est concevoir des armes de plus en plus et encore plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils y ont intérêt financièrement. Non seulement ces armes coûtent beaucoup plus cher, mais ils peuvent aussi faire valoir des droits de propriété dessus. C'est pour ça qu'en ce moment, ils ne veulent pas que l'Ukraine obtienne la moindre licence qui lui permettrait ensuite de se retourner et de remettre sur le marché des missiles patriotes. Ils veulent que l'arme soit plus complexe, afin que les autres concurrents ne puissent pas la reproduire facilement. Mais cela signifie aussi, en plus des protections juridiques, des brevets et tout le reste, qu'il faut une main-d'œuvre très qualifiée et spécialisée. Et sa formation prend trop de temps pour pouvoir augmenter la production facilement et rapidement. Ce n'est pas un problème d'argent. On dépense des sommes folles. On dépense bien plus que l'Iran n'a jamais dépensé. On dépense bien plus que la Russie. Je pense que la Chine n'est probablement pas très loin derrière. Mais face à la Russie et à l'Iran, en Ukraine, à l'heure actuelle, ils nous surpassent, alors que c'est en grande partie financé par l'OTAN. Et l'Iran a fait la même chose avec une fraction de ce que nous dépensons. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est toute notre chaîne d'approvisionnement de défense. Et cela fait partie du complexe militaro-industriel qui a intérêt à entretenir ces guerres stupides pour continuer, avant tout, à remplir ses poches. Mais ils ne peuvent pas l'avouer. Ils ne peuvent pas l'admettre. Voilà donc un problème flagrant créé par le complexe militaro-industriel. Pas seulement la guerre stupide dans laquelle nous sommes engagés sur plusieurs fronts, en Ukraine et en Iran, mais ils ne sont même pas capables de fabriquer les armes nécessaires pour faire semblant de gagner la guerre. Même quelqu'un d'aussi délirant que Trump ne peut pas prétendre qu'il gagne la guerre, parce qu'ils ne peuvent pas produire à grande échelle, à cause de toutes les incitations perverses créées par un complexe militaro-industriel privatisé qui a détourné notre sécurité nationale. Et ils ne peuvent pas l'admettre. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Alors, à la place, ils disent, vous savez quelle est la solution? Continuez à donner de l'argent aux mêmes personnes qui ont créé le problème. Oui, parce que du point de vue du public, surtout quand Victoria Coates intervient et dit ce qu'elle dit, c'est partout sur Fox News. Il y a Mark Levin, il y a Larry Kudlow, tous ces autres types qui continuent simplement à faire la promotion en disant oui, oui, encore et encore et encore. Et vous savez, l'une des choses intéressantes que j'ai retenues de l'émission d'hier avec Rich Barris, quand il parlait des chiffres, c'est qu'il était dans une séquence où il parlait des chiffres de MAGA et de l'évolution de MAGA depuis la date de l'élection en novembre 2024 jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si un cochon s'était écrasé sur la feuille. Il y a de l'encre rouge partout, sauf à un endroit. Ça disait que les baby boomers de Fox News, étaient les seuls à rester plus ou moins dans le vert sur la plupart de ces sujets. Et apparemment, ça suffit. Pas tous les baby boomers. Il parlait seulement des baby boomers de Fox News qui regardent ça. Presque tous les autres, côté MAGA, pas dans le pays en général, mais chez les MAGA, sont dans le rouge, parce que j'imagine que tout ça ne marche tout simplement pas sur eux. Mais, d'une manière ou d'une autre, chez les téléspectateurs de Fox News, ça semble marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Cela montre cette capacité.
En partie, c'est parce que cette génération, comme Baris l'a expliqué en détail, est une génération qui croit au mythe. C'est surtout la catégorie des baby-boomers les plus âgés. Ce sont donc eux qui disparaîtront le plus vite, pour le dire crûment, du point de vue des prévisions politiques. Mais je suis arrivé à la même conclusion. J'ai publié un article sur Substack consacré à toute l'histoire d'Israël dans l'opinion publique américaine. Je suis remonté à toutes les données des années 1940, 1950, 1960 et même avant. Et on y trouve une certaine tendance commune. Aujourd'hui, le constat, c'est que le seul groupe qui a une opinion favorable de Bibi Netanyahou et d'Israël, qui leur fait confiance pour faire ce qu'il faut, c'est l'intitulé exact de la question, et qui soutient encore l'aide militaire, l'implication financière et l'engagement politique, ce sont les protestants évangéliques blancs, non hispaniques, de plus de 50 ans, qui regardent Fox News comme source d'information principale. Tous les autres groupes, dans l'ensemble du pays, ont une opinion négative d'Israël et une opinion négative de Bibi Netanyahou. Et ce que représente la large majorité, c'est quelque chose qui en réalité a toujours existé. Si on remonte à 1946, quand on parlait du conflit avant même qu'Israël ne soit officiellement créé, entre les Juifs et les Arabes en Palestine, on a demandé aux Américains, soutiendriez-vous, comme les Britanniques le demandaient, une implication militaire des États-Unis, à quelque niveau que ce soit, ou simplement une aide militaire? Près de 80% des Américains ont répondu « non, ça ne nous intéresse pas ». La guerre de 1956 avec l'Égypte. Même conclusion. Nous ne devrions pas nous en mêler. En fait, davantage d'Américains voulaient qu'Israël soit sanctionné pour ce qu'il avait fait en Égypte en 1956. La guerre de 1967, très similaire. La guerre de 1973, très similaire. En 1981, 1982, 1983, au Liban. Les Américains sont passés d'une grande sympathie et d'un fort soutien à Israël, précisément parce que, à mesure qu'il se développait, Israël s'est rangé du côté des États-Unis pendant la guerre froide. Le souvenir de l'Holocauste était encore présent chez cette génération silencieuse, ce qui suscitait sympathie et empathie pour la situation des Juifs israéliens. Puis, au milieu des années 70, on a vu les débuts du mouvement de coalition entre les évangéliques, les baby-boomers, le parti du Likoud et la droite religieuse. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que cette coalition évangélique n'a duré qu'une quinzaine d'années. Les évangéliques blancs de moins de 50 ans ne partagent pas les mêmes opinions. En fait, les évangéliques blancs qui sont des milléniaux ou de la génération Z sont plus favorables aux Palestiniens qu'aux Israéliens. C'est pourquoi Israël se trouve dans une position politique si fragile. Mais c'est le même groupe. Ils sont blancs et pour l'essentiel, ils vont à l'église et écoutent Fox News. Donc entre ce qu'ils entendent de leur pasteur, transmis depuis des générations, ce qu'ils voient sur Fox News, avec un peu de radio, parler pour équilibrer le tout, puis des gens comme The Blaze et d'autres qui s'alignent, Glenn Beck qui revient dans le camp des va-t-en-guerre, et d'autres comme Benny Johnson, d'autres encore qui s'alignent de ce côté-là. Ce sont les sources d'information et d'actualité sur lesquelles ils s'appuient. Et ça s'inscrit dans les mythes avec lesquels ils ont grandi, qu'Israël est le peuple de Dieu et que l'Israël de la Bible serait d'une certaine manière lié à bébé Netanyahou. C'est toujours ce que je demande. Je me dis, je ne comprends toujours pas. C'est écrit où dans les proverbes? Je n'arrive pas à trouver bébé. Netanyahou. J'ai lu le livre de la première à la dernière page et ça n'y est pas, mon frère. Exactement. En fait, la majeure partie de l'Ancien Testament raconte comment Israël recommence à mal agir. Dieu va les punir. C'est ce dont je me souviens. Donc je pense qu'Israël doit être puni. C'est le message de Dieu que j'y vois. Vous voyez donc de quoi il s'agit. C'est cet électorat-là. Mais qui représente-t-il?
Regardez l'âge et le profil démographique de la plupart des sénateurs républicains des États-Unis. Ce sont des baby-boomers blancs, évangéliques, non hispaniques, qui ont grandi à cette même époque. Beaucoup de dirigeants à la Chambre des représentants, c'est pareil. Si j'ai bien compris, vous avez dit que, même à l'époque de la guerre du Liban de 1982, la plupart des Américains se prononçaient encore dans les sondages contre Israël. C'est bien ça? Oui, surtout après les attaques contre les camps de réfugiés chiites et les camps de réfugiés palestiniens, qui ont fait basculer l'opinion publique américaine. Les Américains étaient donc davantage sympathisants des Libanais que d'Israël. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis pour qu'aujourd'hui un génocide puisse se poursuivre et être toléré par ses électeurs? Donc, dans une certaine mesure, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël est resté relativement discret. Autrement dit, il n'y avait pas de conflit américain très médiatisé. Et, du moins, d'après les recherches de Scott Horton et d'autres, le lobby pro-israélien était en réalité très actif et impliqué pour faciliter les guerres. Il était mêlé à l'état profond et au complexe militaro-industriel, afin de promouvoir partout dans le monde une mentalité favorable à la guerre. Les gens qui ont rédigé beaucoup des rapports antérieurs au 11 septembre, puis qui ont utilisé le 11 septembre comme levier pour une guerre permanente dans le monde entier, c'était en fait le lobby pro-israélien. Mais l'Américain ordinaire ne le savait pas. Donc pour l'Américain ordinaire, Israël n'apparaissait pas très souvent dans l'espace public. Il n'y avait rien d'aussi médiatisé que les attentats de Beyrouth au début des années 80, ou que les guerres de 73, de 67, de 56 ou de 48. Donc, dans cet état d'esprit, c'était simplement une question secondaire, en marge. Les baby-boomers évangéliques étaient toujours très mobilisés pour le lobby pro-israélien. Mais ce n'était pas le cas de la génération X, ni des milléniaux, ni de la génération Z. Cela avait déjà commencé il y a environ 10 ans. Ainsi, des enquêtes détaillées menées en 2016, 2017 et 2018 auprès d'évangéliques ont montré que la plupart des pasteurs, s'ils appartenaient à la génération X ou aux générations suivantes, ne parlaient pas d'Israël. Israël n'était pas cette mythologie entièrement fabriquée autour du lobby pro-israélien, que ce lobby avait réussi à faire croire aux baby-boomers parmi les évangéliques. La génération suivante de pasteurs ne répétait pas cela depuis la chair. Et il y a eu un passage des dénominations institutionnelles, un peu à l'ancienne, vers le non-confessionnel. Chez les protestants, d'ici 10 ans, la principale dénomination, ce sera de ne faire partie d'aucune dénomination. Cela se produit déjà à un rythme très rapide. Les baptistes du Sud perdent des membres, les méthodistes perdent des membres, les épiscopaliens perdent des membres, l'Église du Christ perd des membres, et ainsi de suite. L'Église de Dieu reste stable, mais elle aussi perd des membres. Tout se déplace vers les églises non confessionnelles. Ces gens ne prêchaient pas sur Israël. Et donc, quand ils ont commencé à étudier, en 2018, les évangéliques blancs non hispaniques de moins de 30 ans, qui auraient aujourd'hui, en pratique, moins de 40 ans, moins de 38 ans, donc, en gros tous les millénials et la génération Z. On leur a demandé, vous êtes plus favorable à Israël ou aux Palestiniens? À l'époque, ils ont répondu, aux Palestiniens. Donc ce basculement était déjà en cours. Mais la génération de la classe politique, des think tanks, des donateurs et des représentants, elle appartenait encore à une autre génération, à une autre époque, à un autre âge, qui ne voyait pas ce qui se passait. Puis il y a eu le 7 octobre, et la réponse d'Israël au 7 octobre. Le 7 octobre aurait pu devenir un cri de ralliement pour la cause israélienne aux États-Unis. Au lieu de ça, ils ont décidé de raser Gaza. Ils ont commencé à tirer, vous savez, sur des enfants palestiniens de 6 ans, juste pour s'amuser. Ils ont commencé à dresser des chiens et d'autres animaux
pour violer des détenus. Ils ont commencé à faire des choses comme cibler des journalistes et des familles assises sous une tente. Je sais ce qui a fait changer Charlie Kirk. Ils ont commencé à frapper des églises chrétiennes, certaines des plus anciennes églises chrétiennes du monde, dans la bande de Gaza. Puis ils ont commencé à faire la même chose en Cisjordanie. Ensuite, ils ont renversé Assad en Syrie. Puis ils ont commencé à faire pression en faveur d'une guerre contre l'Iran. Et puis ils ont aidé à étouffer l'affaire des dossiers Epstein. Quand tout cela s'est accumulé, en gros, non seulement l'opinion publique favorable à Israël s'est effondrée, mais Israël est devenu un marqueur, un filtre, un substitut pour savoir si vous êtes de mon côté ou du leur. Et ça n'avait rien à voir avec le fait d'être juif. C'est parce qu'une majorité des juifs américains désapprouvent Bibi Netanyahou, ne l'aiment pas. La majorité des juifs américains s'oppose à la guerre contre l'Iran. Une pluralité des juifs américains s'oppose à ce qui se passe à Gaza. Donc c'est pas une question juive, même au sein de l'opinion publique américaine. Ce que c'est Israël. Glenn Greenwald l'a très bien expliqué récemment. C'est un filtre. La question c'est, êtes-vous de mon côté? Est-ce que vous vous souciez de mes problèmes, de mes besoins? Je suis un jeune de la génération milléniale. Je n'arrive pas à trouver un bon travail. Je suis coincé chez mes parents. Je n'arrive pas à avoir une voiture correcte. Je n'arrive même pas à décrocher un rendez-vous parce que les applis de rencontres ont recréé une société de harem dans la culture américaine moderne, des rencontres chez les jeunes générations. Si je suis une jeune fille, je suis déprimée, en détresse. Les filtres sur Instagram font que j'ai de l'anxiété à un taux 5 fois plus élevé que la génération précédente. Je m'automutile et j'ai des pensées suicidaires à un niveau jamais vu pour toute une génération de jeunes filles dans l'histoire américaine. Je veux qu'on s'occupe de mes problèmes. Je veux que la santé soit prise en charge. Je veux que les choses soient abordables. Elle voulait retrouver le Trump de 2018, l'économie de Trump avant le Covid, quand les choses commençaient à évoluer positivement. Et à la place, elle ne voit qu'Israël. Israël, 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 Israël. Tout tourne autour d'Israël. Alors maintenant, c'est un filtre. Si vous êtes du côté d'Israël, vous n'êtes pas de mon côté. Et c'est pour ça que cela devient un enjeu indirect, si puissant dans les primaires démocrates. Les républicains peuvent s'en sortir un peu plus longtemps. Regardez la Floride aujourd'hui. Dans la primaire républicaine, plus de 60% des électeurs ont plus de 60 ans. Ce sont donc surtout des personnes âgées qui votent dans ces primaires. Et du côté républicain, dans le Sud, ça peut probablement vous maintenir en vie pendant 1, voire 2 cycles électoraux. Mais après ça, ce sera fini. Ce sera mort. C'est déjà mort lors des primaires démocrates. Et mon point, quand j'ai examiné toutes les données, leur historique, leur trajectoire, pourquoi elles en étaient là et pourquoi elles allaient évoluer ainsi, tout menait à la même conclusion. Israël est un paria politique aux États-Unis. Et la génération de responsables politiques et de figures publiques qui comprendra cela, qui s'en emparera et fera campagne sur l'idée de nous dissocier non seulement de ces guerres au Moyen-Orient, mais aussi de l'État d'Israël, sera l'avenir du leadership politique aux États-Unis. Eh bien, je veux dire, les chiffres dont vous parlez sont assez difficiles à contester, compte tenu du comportement et des politiques du gouvernement civil à Jérusalem de Benjamin Netanyahou. Au bout du compte, je pense qu'on le considérera comme l'un des plus grands, peut-être le plus grand désastre jamais survenu à l'État israélien depuis 1948, à cause de ce dans quoi il les entraîne. Cette guerre sur 7 fronts qu'ils n'auraient jamais dû déclencher et qu'ils ne peuvent pas gagner. Et son refus catégorique de faire quoi que ce soit pour changer le moindre de ces paramètres, en cherchant à redoubler d'efforts pour entraîner les forces armées américaines afin qu'elles deviennent le prolongement de Tsahal.
On ne peut pas faire ça. Ça ne marchera pas. Et cela pourrait nous entraîner tous les deux dans sa chute. Au final, il y a la malédiction Zelensky. Quiconque serre Zelensky dans ses bras se retrouve politiquement mort dans l'année ou les 2 ans qui suivent. Je pense que tous ceux qui se sont trop rapprochés de Bibi vont subir, avec le temps, le même effet de malédiction politique. Parce qu'il a probablement maudit le second mandat du président Trump, qui aurait pu être un mandat offrant de grandes possibilités pour la paix mondiale, pour en faire ce qui restera sans doute comme l'une des présidences les plus stupides de l'histoire américaine, sur le plan géopolitique, de la politique étrangère et de la politique militaire. Comme l'a expliqué Richard Barris, c'était peut-être la plus grande occasion gâchée de l'histoire de la politique américaine. Mais la demande de changement dans l'opinion publique ne va nulle part. Au contraire, elle s'amplifie et s'enracine. Et quelqu'un va y répondre. Et peut-être que cela viendra de certains de nos amis, dans des cercles et des contextes surprenants. Tout ça parce que l'orgueil de Bibi lui a fait croire qu'il pouvait voler un peu trop près du soleil. Oui, eh bien, espérons-le. Je crois qu'on a reçu dans l'émission quasiment toutes les personnes dont vous parlez. La seule personne qu'on essaie encore d'inviter, c'est le représentant Massey. Ah oui. Vous avez rencontré certains de ses collaborateurs lors de l'événement. Oui, on y travaillait. Il faut qu'on fasse venir Thomas. Il faut qu'on le fasse sortir et qu'il commence à aller à la rencontre des gens. Oui, c'est le cas. Mais tous ceux qui participent à cette émission sont déjà venus ici. Et nous soutenons clairement ça, parce que franchement, on en a vraiment besoin. Je ne pense pas qu'il suffise de passer du rouge au bleu. Il faut trouver une nouvelle couleur et une nouvelle voie pour aller de l'avant. Il nous faut un choix autre que Tweedledum ou Tweedledum Bear. Il nous en faut un autre. En effet. Et comme toujours, nous vous sommes très reconnaissants de jeter une lumière aussi claire sur tout cela. Je recommande aux gens de rejoindre la communauté Viva Barnes Law, vivabarneslaw.locals.com. Nous y sommes aussi. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Oui, je suis ravi là. Et nous vous apprécions aussi, les amis, et nous avons hâte de vous retrouver. En fait, nous avons encore une émission aujourd'hui. Nous aurons un reportage depuis le front avec Stanislav Kropivnik, qui revient tout juste du front du côté russe. Il va au moins nous dire à quoi ressemblent les choses de ce côté-là de la ligne de contact. Vous ne voudrez pas manquer ça. Rendez-vous dans environ 1 heure dans le Daniel Davis Deep Dive. Nous n'avons pas vraiment de sponsor, et il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas vous assommer avec une avalanche de publicité. Cliquez sur le bouton « J'aime » et bien sûr, partagez ceci avec un coin Gabi. And of course, share this with somebody you love.